Reste bien sûr la question de fond, et vous la connaissez. Mais il faut la poser pour ceux qui découvrent peut-être cette émission et n'ont pas encore eu accès à cette réalité que nous décrivons avec tant de détails ici, du mensonge systématique et délibéré de la part des autorités de santé. Alors reprenons toute l'affaire. Octobre 2019. L'Organisation mondiale de la santé publie sa revue des mesures non pharmaceutiques, c'est-à-dire toutes les mesures qu'on a prises soi-disant contre le Covid, contre les épidémies respiratoires virales. 18 interventions évaluées, 2 sont jugées efficaces, la ventilation des locaux et l'isolement des personnes malades, le temps qu'ils sont malades pour qu'ils ne puissent pas contaminer les autres. 2 sur 18. Le masque en population générale, la fermeture des frontières, les restrictions de mouvement, la fermeture des écoles, généralement inefficaces. Et le document précise que la qualité des études est faible ou très faible et que les effets nocifs de toutes ces mesures n'ont pas été évalués ou pondérés. Alors, bien sûr, pour les connaisseurs, ce n'est pas nouveau. Il y avait déjà eu des articles publiés en 2006 et en 2007 au sujet de toutes ces mesures non recommandées et que la limitation forcée des déplacements posait un problème juridique et éthique sans démontrer aucun avantage d'aucune sorte. Or, 4 mois plus tard, après ce document de l'OMS qui rappelle que 16 mesures sur 18, à part la ventilation des locaux et que le fait que les personnes malades restent à domicile, sont inefficaces, la mission conjointe de l'OMS et de la Chine recommande au monde entier l'inverse exact de ce que l'OMS avait reconnu une fois de plus. Et entre les deux, aucune donnée scientifique nouvelle. Bien sûr, si de nouvelles recherches montrent de nouvelles choses, on peut changer de politique. Mais là, rien. Un rapport de mission de responsables s'étant rendu en Chine, ayant vu la manière extraordinairement brutale dont les autorités chinoises avaient répondu, et disant « Ah ben c'est génial, c'est ça qu'il faut faire partout, sans le moindre élément scientifique à l'appui. » Alors le principe, pourtant, est élémentaire. Éthiquement et scientifiquement, on ne soumet pas une population entière à une mesure ou à des mesures dont l'efficacité n'est pas établie et dont les dommages n'ont pas été évalués. Ça n'est pas un raffinement de méthodologie, c'est le minimum acceptable. Il n'y avait donc aucune justification scientifique, mais il y avait bien une justification, sinon on ne l'aurait pas fait, et bien sûr, il y avait autre chose. Parce que ce renversement, on l'avait repéré. Et on l'avait répété. 15 octobre 2019, à New York, un exercice de simulation d'une pandémie de coronavirus organisé par le Johns Hopkins Center for Health Security, en partenariat avec le Forum économique mondial et la fondation Bill et Melinda Gates, avec bien sûr Anthony Fauci et Tedros de l'OMS. Et parmi les recommandations issues de cet exercice, il y a celle-ci que je vous demande d'entendre. La lutte contre la mésinformation et la désinformation avec le concours des médias et des plateformes de réseaux sociaux. On avait donc en octobre 2019, répéter la gestion du récit en contradiction flagrante avec les bonnes pratiques de gestion des épidémies. Alors, qui avait le pouvoir de produire un tel renversement? On jette aux orties tout ce qu'on sait être vrai et validé par une science digne de ce nom, et on apporte complètement autre chose en prétendant du jour au lendemain que c'est la vraie science, la bonne science, et que tous ceux qui pensent autrement sont des hérétiques. Dans son enquête sur Anthony Fauci, Robert Kennedy Jr. décrit une rencontre à Seattle, domicile de Bill Gates, en l'an 2000, entre Fauci et Bill Gates. Et il y voit un pacte. Fauci apporte à Gates ce qui lui manque, une caution scientifique et la transformation de l'image d'un entrepreneur brutal en philanthrope mondial admirable dans le domaine de la santé. Gates, lui, apporte à Fauci ce dont il a besoin, des moyens sans commune mesure avec un budget public,
un levier sur la santé mondiale, l'OMS en particulier, dont Gates se propose de devenir le principal financeur par le truchement de fondations. Alors de ce dîner, nous n'avons pas de preuves, il n'y a pas eu de condamnation judiciaire, ni notes ni témoins confirmés, mais Robert Kennedy le raconte, et il faut savoir qu'au-delà des polémiques que sa figure suscite, c'est un avocat expérimenté qui a remporté de nombreuses causes dans le domaine de la santé et de l'environnement. Mais restons-en là, d'accord, c'est son récit. Mais regardons ce qui est daté et vérifiable. L'an 2000, justement. En janvier, Gates cesse d'être le directeur général de Microsoft. Le 3 avril, un tribunal fédéral juge que Microsoft a violé la loi antitrust et en juin ordonne son démantèlement. Sa réputation est au plus bas de sa vie. Et la même année, la fondation qu'il crée prend sa forme définitive, tandis qu'est lancée à Davos l'Alliance Gavi avec 750 millions de dollars, le plus gros engagement privé jamais consenti dans la santé mondiale. En 2010, toujours à Davos, près du World Economic Forum, agence créée par la CIA pour noyauter les gouvernements occidentaux par les Young Leaders dont font partie un nombre important de ministres et de responsables de nos pays. En 2010, donc toujours à Davos, la fondation, et tout ce que je vous dis est vérifiable, je le rappelle, je fais très attention à n'avancer que des sources absolument solides, et lorsque ça n'est pas le cas, comme le récit de Robert Kennedy, je le mentionne. En 2010, donc toujours à Davos, la fondation annonce 10 milliards de dollars sur 10 ans et appelle ça la décennie des vaccins. Anthony Fauci, siège au conseil de direction du plan qui en découle. Et 2 ans plus tard, ce plan est adopté par l'Assemblée mondiale de la santé. En 2017, Tedros Ghebreyesus devient directeur général de l'OMS. Il avait présidé le conseil du Fonds mondial en question et celui de Rollback Malaria, 2 structures dont la fondation Gates est l'un des principaux bailleurs. Aujourd'hui, cette même fondation figure parmi les 2 premiers contributeurs de l'OMS et le financement de l'organisation est devenu majoritairement volontaire, c'est-à-dire fléché par des bailleurs. En février 2020, le renversement dont nous venons de parler d'une vraie gestion épidémique à une réponse dystopique est passé par un rapport signé du conseiller principal de ce même Tedros, porté à la tête de l'OMS avec le concours de Bill Gates et d'Anthony Fauci. Aucun de ces faits n'est contesté. Aucun ne prouve le pacte, on est d'accord. Une conférence n'est pas une démonstration et je ne vais pas transformer l'un dans l'autre. Mais quand 25 années d'évolution de la santé mondiale se déroulent exactement comme le prévoirait cette hypothèse, on ne balaye pas la question sous le tapis en la traitant de complotiste. On l'inscrit à l'ordre du jour des enquêtes qui doivent impérativement être menées. Et c'est du reste ce que demande Rand Paul quand il réclame l'audition de Bill Gates. Donc une annonce faite par une fondation privée est devenue en 2 ans un plan mondial voté par les États. Aucun électorat n'est intervenu à aucun moment dans cette chaîne. Et ça n'est pas une théorie du complot, c'est une enquête de presse. Politico et Die Welt, 2 médias aussi mainstream qu'il est possible. Septembre 2022. 4 organisations étroitement liées, la Fondation Gates, la Wellcome Trust, l'Alliance Gavi et la CEPI, toutes interconnectées de différentes manières, ont dépensé près de 10 milliards de dollars sur la réponse au Covid, orienté des politiques publiques sans que les gouvernements exercent de contrôle sur elles et placer leur personnel dans les institutions qu'elles financent. Vous vous souvenez de cette question? Mais si ces réponses ne sont pas bonnes, pourquoi tous les gouvernements les adopteraient-elles? Eh bien, la réponse est là. Die Welt et Politico, qui a façonné la réponse mondiale au Covid? Bill Gates et Anthony Fauci, avec l'aide de Tedros de l'OMS. Lawrence Gostin, juriste de la santé à Georgetown, cité dans cette enquête,
a parlé de la pire forme d'influence possible parce qu'elle s'exerce à huis clos. Un petit groupe de personnes non élues, n'ayant de compte à rendre à personne, décide entre elles. Et c'est bien sûr pour cela que Rand Paul demande l'audition de Bill Gates. Sa formule, le 3 août, Gates ne détenait aucune autorité publique en santé et il a eu une place centrale à la table des décisions. Bien sûr que des milliardaires privés ne devraient pas orienter la politique nationale à huis clos. Ils ne devraient pas gouverner la presse, ils ne devraient pas instrumentaliser les gouvernements, ils ne devraient pas être aux commandes de la gouvernance effective de nos pays. Peut-être que certains d'entre vous se sont dit, mais attendez, là vous parlez de Gates, de Fauci, de Tedros, mais est-ce que des emails récemment divulgués n'indiquaient pas un lien possible avec le pédocriminel et maître chanteur mondial Jeffrey Epstein? Eh bien oui. Le 12 juin 2015, Epstein rédige une lettre. Elle commence par « Cher Bill ». Devinez à qui elle est destinée. Ce n'est pas à Bill Clinton, encore que ça aurait pu l'être, ils étaient très proches. Non, elle est destinée à Bill Gates. Et elle sera signée par quelqu'un d'autre, Terje Rod Larsen, diplomate norvégien, président de l'International Peace Institute. Et 4 jours plus tard, Rod Larsen la lui renvoie avec cette phrase « J'ai fait quelques modifications mineures, est-ce que ça te va ?» Epstein répond « Ok ». Objet de la lettre, demander à Gates de prononcer le discours d'ouverture d'une conférence sur la préparation aux pandémies à Genève, au Palais des Nations. Les 11 et 12 septembre 2015, avec Margaret Chan, qui était alors directrice générale de l'Organisation mondiale de la santé, Peter Maurer, président du Comité international de la Croix-Rouge, et le chef de l'Office des Nations unies à Genève. Et cette phrase, dans le mail, « J'espère que votre fondation est satisfaite de sa coopération avec l'IPI, International Peace Institute. La conférence a bien eu lieu, elle s'intitulait « Se préparer aux pandémies, leçon pour des réponses plus efficaces ». Ah, c'est clair que quand Fauci, Gates, Epstein et la responsable de l'OMS nous concoctent une petite réponse efficace aux pandémies, nous avons de quoi dormir sur nos 2 oreilles. Elles étaient financées en partie par une fondation liée à Edmond Rothschild, dont je rappelle qu'Alain Fischer, le maître d'œuvre de la politique soi-disant vaccinale en France, a présidé le conseil scientifique pendant longtemps, au point qu'un document interne de l'Institut l'appelait la conférence Rothschild sur la santé et la sécurité. Alors, mentionnons au passage que Rod Larsen a démissionné en 2020 à cause de l'affaire Epstein. Gates, en l'occurrence, ne figurait pas au programme final et rien là-dedans n'établissait une planification de quoi que ce soit. Non. En revanche, en 2015, un homme condamné pour crimes sexuels sur mineurs, auteur d'un système de chantage mondialisé, ça n'a pas encore été confirmé par la justice et ne le sera probablement pas, mais c'est la seule hypothèse raisonnable qui reste sur la table, écrivait les lettres qu'une institution onusienne genevoise adressait à la fondation Gates sur la préparation aux pandémies. Cela se passait à 5 km de l'endroit d'où j'enregistre cette émission. Et peut-être quand même, pour mesurer ce qu'on peut attendre de la justice sur ce dossier, regardez ce qui vient de se passer aux États-Unis. Todd Blanche, l'ancien avocat personnel de Donald Trump, qu'il a envoyé négocier avec Ghislaine Maxwell, débouchant sur un aménagement des conditions de détention pénitentiaire favorables à celle-ci, qui est désormais à la tête du ministère américain de la Justice, vient de déclarer que l'examen du dossier Epstein était terminé, qu'aucun document supplémentaire ne serait publié, et qu'il n'existait aucune liste de clients. Devant le Sénat, il a ajouté qu'aucune enquête n'était close et que s'il trouvait quelqu'un à poursuivre éventuellement, alors là, il le poursuivrait. Traduisez. On ne cherche plus. On a enterré, on ne publie plus. Et l'on garde la formule qui permet de dire qu'on n'a rien fermé du tout. Parce que si nous trouvions quelqu'un à poursuivre, suppose qu'on ait cherché. Octobre 2005, Palm Beach,
12 jours avant que la police ne perquisitionne la maison d'Epstein, un détective privé mandaté par son avocat en retire plus de 100 pièces. 3 ordinateurs, 29 répertoires téléphoniques, des photographies, des vidéos explicites. Quand les policiers arrivent, il reste des câbles et des claviers. Et ce n'est pas la seule maison. Juillet 2019, à Manhattan, les agents forcent un coffre, des CD, des disques durs, des passeports, des classeurs entiers de planches contact, d'images de personnes engagées dans des activités pédocriminelles. Des caméras sont documentées dans les chambres. Sur l'île de Little St. James, perquisitionnée 2 fois, dont une le lendemain de la mort d'Epstein, les agents emportent des ordinateurs, des disques durs et des bandes de sécurité. Un enregistreur vidéo est saisi dans une base de serveurs. Le système existait donc, il a été saisi, et un mémo interne du FBI versé au dossier public affirme n'avoir localisé aucune vidéo d'abus. Donc il n'y a que 2 possibilités. Ou bien un homme a équipé ses chambres de caméras pendant 20 ans sans jamais rien enregistrer, ou bien les enregistrements ne sont pas dans les dossiers, et on peut deviner pourquoi. Un grand jury fédéral a réclamé ces ordinateurs par assignation, ils n'ont jamais été produits. Un rapport interne du ministère de la Justice a conclu en 2020 qu'il contenait des éléments potentiellement décisifs, susceptibles de changer le cours de l'affaire Epstein. Epstein louait au moins 6 garde-meubles à travers le pays, et il a continué de payer celui de Palm Beach jusqu'en 2019, l'année de sa mort suspecte. Interrogé sur le point de savoir s'ils avaient seulement fouillé, le FBI a renvoyé au ministère de la Justice et le ministère n'a pas répondu. Voilà. Alors évidemment, on ne trouve pas ce qu'on ne cherche pas, le dossier n'est pas vide, il a été vidé, nous connaissons cette grammaire, nous venons de passer à peu près 1 heure dessus. À partir de là, il y a des questions, évidemment qu'on ne peut pas trancher à ce stade. Jeffrey Tucker, le directeur du Brownstone Institute, affirmait il y a 2 jours que des hauts responsables de la FDA et du NIH lui avaient admis en privé la véritable raison des confinements, des masques et de la distanciation, retarder l'immunité naturelle, afin que l'injection arrive à temps pour recevoir le crédit d'avoir résolu le problème. En d'autres termes, les signataires de la déclaration de Great Barrington disaient « Puisque le Covid ne présente pas de risque pour les personnes en bonne santé en dessous de 70 ans, il n'y a aucune raison de ne pas laisser circuler le virus, puisque c'est ça qui va générer le plus d'immunité dans la population. Et protégeons les personnes à risque qui, elles, auraient un problème. » Or, on a mis tout ça en échec pour devoir attendre la solution soi-disant miraculeuse du vaccin, du pseudo-vaccin. Alors, les sources mentionnées par Tucker sont anonymes, je ne peux pas les vérifier, donc je ne fais pas mienne cette thèse. Mais il faut quand même se questionner. Pourquoi est-ce qu'on a mis en échec une politique de santé qui aurait résolu le problème sans dommage, sans aucun des coûts exorbitants qui ont été payés en particulier par les groupes les plus faibles de la population, mais aussi par tout le monde, notamment par cet appauvrissement généralisé, ce transfert de richesse des classes laborieuses et moyennes aux plus riches, qui a été un des effets principaux de la gestion désastreuse du Covid. Et puis pourquoi cette obsession du vaccin et de vacciner le plus grand monde avec un vaccin qui n'offrait aucun bénéfice sérieux, aucun bénéfice probant. Alors de nouveau, je ne fais pas mienne la thèse de Tucker, mais il y a quand même un nombre d'éléments trop troublants pour que l'on puisse détourner le regard. Je le rappelle, la technologie ARN messager n'avait jamais démontré une sécurité suffisante pour qu'aucun des remèdes ou des vaccins prévus n'aient dépassé les stades préliminaires, arrêtés à cause des morts et des dégâts commis. Et prétendre du jour au lendemain que cette base technologique immature était sûre et efficace et que tout le monde devait se soumettre à une injection
sauf à être un mauvais citoyen et ne même plus mériter d'être appelé un citoyen selon Emmanuel Macron, pourquoi une telle débauche de moyens pour parvenir à tout prix au fait qu'un maximum de personnes soient injectées? La question doit être posée. Je le redis, je n'ai pas la réponse. Mais la question n'est pas complotiste, elle est comptable, elle est raisonnable, elle est scientifique. Alors bien sûr, il y a d'autres hypothèses que j'ai avancées dans mon livre. La surveillance des populations quand la santé publique se fait un instrument de contrôle, l'identité numérique, la surveillance numérique, les QR codes, le basculement de nos sociétés. Bien sûr que la gestion du Covid y a contribué. Et cette question, quel était le but de ceux qui ont implémenté cette dystopie? Alors, on peut y voir, bien sûr, une aspiration totalitaire, et là encore, les indices sont tellement nombreux aujourd'hui que, hélas, c'est l'hypothèse forte. Mais soulignons au passage qu'il n'est pas forcément nécessaire d'invoquer un totalitarisme. Il suffit qu'un réseau restreint, financé par des fonds privés, fortement entrelacés, ait eu le pouvoir de fixer le modèle mondial, l'ait exercé en renversant sa propre base de données probantes, et n'ait eu de compte à rendre à personne et en aucun électorat, parce que les experts, ayant un intérêt à vivre du système, se sont tus ou ont collaboré, et parce que tous les contre-pouvoirs ont été disqualifiés ou mis hors d'état de nuire. Et auquel cas, ce serait presque pire qu'un complot. Parce qu'un complot suppose au moins que quelqu'un puisse être tenu pour responsable. Mais si c'est systémique, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que nous avons offert nos démocraties et nos états de droit à une brochette de sociopathes, d'obsédés du pouvoir, qui se sont substitués à notre souveraineté avec l'assentiment de nos appareils d'État. Alors il est temps de conclure cette émission. J'ai conscience qu'elle fut dense. Où en sommes-nous? Est-il besoin de souligner que la somme d'anomalies est stratosphérique? Et à un moment, une telle quantité d'anomalies, allant toutes dans le même sens, cesse d'être un hasard statistique. Vient alors la question que tout le monde me pose. Qu'en est-il des fausses couches? Qu'en est-il des cancers? Qu'en est-il de la chute de la natalité? 2 hommes s'en sont inquiétés publiquement ces dernières semaines. Ce ne sont pas des inconnus. Par exemple, Angus Dalgleish, professeur émérite d'oncologie à l'université de Londres, un des plus éminents oncologues au monde. Patrick Soon-Shiong, chirurgien, chercheur en immunothérapie et accessoirement propriétaire du Los Angeles Times, très proche des milieux démocrates. Le second décrit ce qu'il voit dans sa clinique, des cancers du côlon chez des enfants de 8, 9 ou 10 ans, un cancer du pancréas métastatique chez un adolescent de 13 ans, ce qu'il n'avait jamais rencontré de sa carrière. Dalgleish, même chose, dit « Il y a des signaux d'alarme tels qu'il est urgentissime d'enquêter ». Alors, ce que je viens de dire, là encore, n'établit rien. Une observation clinique n'est pas une donnée épidémiologique, on est bien d'accord. Et un oncologue éminent qui s'alarme n'est pas une étude probante. Si vous me demandez s'il existe un lien, je suis obligé de vous répondre que je n'en sais rien. Mais le problème, c'est que nous ne savons pas. Personne n'en sait rien. Parce que c'est exactement cela le problème. Parce que quand des médecins de rang posent publiquement une question aussi importante, et que la seule réponse qui leur soit faite consiste à répéter qu'aucune donnée n'établit ce lien, sans que personne n'aille chercher la donnée, alors ce n'est plus de la science. C'est un service de communication et de déni, d'occultation de tout signal pouvant signaler quelque chose. Et ceux qui sont certains qu'il n'y a rien à trouver devraient être les premiers à réclamer cette recherche. C'est à eux que cela servirait le plus. Si on avait des données absolument indiscutables, démontrant
qu'il n'y a aucun lien probant, cela servirait leur cause beaucoup plus que celle qui conteste les affirmations actuelles. Donc, on voit qu'il y a toutes sortes de choses, et étant donné que les réponses ne sont pas claires, étant donné que les soupçons abondent, on voit aussi dans des fils de commentaires que Fauci et Gates auraient injecté le cancer au monde entier. On appelle à des procès de Nuremberg, on parle de crimes contre l'humanité, qui sont une hypothèse à ce stade. Mais évidemment qu'en l'absence à nouveau de données probantes, on ne peut pas s'appuyer sur quelque chose de solide. Et il suffit de citer ces phrases-là pour ne pas avoir à répondre aux vraies questions qui se posent. Alors récapitulons ce qui est établi. Des mensonges, en masse, documentés, datés, écrits. De la malhonnêteté intellectuelle au plus haut niveau, sur des décisions qui engageaient des corps, des personnes, des groupes vulnérables. Des abus, de la violence. Parce que suspendre un soignant, sans solde, séparer une famille, interdire un enterrement, fermer une école, laisser mourir de désespoir une personne âgée enfermée dans un home, c'est de la violence. Des dommages réels, mesurés, sur les personnes âgées, sur les femmes enceintes, sur les enfants, pauvres en particulier, qui n'avaient rien demandé et qui paieront le prix longtemps. Une science et une recherche corrompues par les intérêts économiques, au point qu'on ne sait plus à quelles données se fier. Une répression de la dissidence et des carrières détruites. Je pense à Jean-François Légard, admirable médecin du Sud, à Christian Perron, à Alexandra Henrion-Caude, à Vincent Pavant, à Philippe Séguesser, à tant de professionnels intègres et compétents lapidés sur la place publique. Je pense à tous ceux qu'on a radiés, suspendus, ridiculisés pour avoir dit ce qui est aujourd'hui dans le dossier d'une commission sénatoriale aux États-Unis. Et pour finir, bien sûr, l'impunité. Le 20 janvier 2025, dans les dernières heures de son mandat, le président sortant, Joe Biden, accorde à Anthony Fauci une grâce préventive couvrant l'ensemble de ses fonctions à la tête du NIAID. Aucune charge n'avait jamais été retenue contre lui. Donc, une grâce préventive pour un homme qui n'était accusé de rien. Une grâce sans crime ne blanchit personne. Elle ferme un lieu de vérification possible. Alors bien sûr, l'argument était « les Trumpistes vont s'en prendre à lui, eux qui adorent les chasses aux sorcières ». Alors que Fauci lui-même a animé une chasse aux sorcières pendant plus de 5 ans. Et 18 mois plus tard, après cette grâce, le 29 juillet dernier, ce même homme invoque 111 fois le droit de ne pas s'incriminer lui-même. Mais réfléchissons une seconde. Soit la grâce le couvre, il n'a rien à craindre en répondant, soit elle ne le couvre pas, et donc elle ne servait pas à ce qu'on nous a dit. À nouveau, les deux termes ne tiennent pas ensemble, et aucun tribunal n'a jamais tranché. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'une grâce fédérale ne couvre pas les infractions d'État. C'est en l'occurrence pour cela que la Floride, la Virginie occidentale et la Louisiane ont ouvert leurs enquêtes le 5 août. Voilà où nous en sommes. Pas de science, pas d'intégrité, un déni persistant de la corruption systémique qui pourrit les politiques de santé alors qu'elle est documentée de manière massive. Plus la recherche a d'implications économiques, plus la probabilité qu'elle soit faussée est élevée. Et les mots de la fin ne seront pas les miens. Rand Paul, le 6 août. Plus d'1 million d'Américains sont morts du Covid. Beaucoup sont morts seuls. Les travailleurs ont été contraints de choisir entre une obligation sanitaire, une expérimentation médicale risquée et l'emploi dont ils avaient besoin. Des entreprises ont fermé et n'ont jamais rouvert. Des enfants ont perdu des années d'école qu'ils ne rattraperont jamais. Des gens ont perdu la liberté de travailler, de pratiquer leur culte et de décider de ce qu'ils ingéraient. Et puis cette phrase que je vous laisse. Rien de ce que nous faisons aujourd'hui ne peut effacer ces pertes. Mais le silence ne leur rend pas hommage non plus. Vous saviez tout cela. La différence ce soir, c'est que ce n'est plus une conviction. Ce n'est plus une compréhension issue du fait d'avoir osé s'informer. Non, c'est un dossier. Et un dossier ne sert pas à avoir raison. Il sert à ce que les responsabilités soient reconnues
et à ce que les prochaines fois se passent autrement. Si vous avez apprécié cette émission, je vous rappelle que c'est grâce à mes abonnés et donateurs, que je remercie du fond du cœur, que je suis capable de produire ce travail. Si vous avez envie de devenir coproducteur de cette chaîne par un abonnement à partir d'1 € par mois ou une donation du montant de votre choix, le lien figurera dans le générique de clôture. Merci et à bientôt pour de nouveaux épisodes.